Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que si vous n'avez pas un Mac avec les derniers processeurs M1, M2, M3, bientôt M4, cette attaque ne vous concerne pas. La mauvaise nouvelle, c'est que ce genre d'attaque pourra quand même avoir lieu sur certains processeurs Intel. Cette faille matérielle est d'autant plus grave que, comme elle est matérielle, vous ne pouvez pas compter sur un patch qui permettrait de corriger cette faille, puisque c'est vraiment le matériel lui-même qui est exploité dans cette attaque. Et pour comprendre comment ces chercheurs, donc ces 7 chercheurs qui sont regroupés, qui ont trouvé cette faille sur les processeurs Apple, et ils ont créé un exploit qu'ils ont appelé GoFetch. Et pourquoi ils l'ont appelé GoFetch? Parce qu'en fait, ça sert à fetcher, donc à récupérer, à pré-fetcher, si on peut dire même, certaines données pour booster les performances. Donc ils sont attaqués à clairement ce qui fait une des forces des processeurs M1, on va dire que M1 jusqu'à dorénavant, la force de ces processeurs M1, c'est le fait qu'ils soient capables de mettre en cache des données, et même, pas simplement ces données même, ce système de prefetch, il arrive à déduire que d'autres données consécutives, par exemple, pourraient aussi intéresser le programme. Donc la logique étant que, vous savez, nos processeurs aujourd'hui, ils ont tous plusieurs cœurs. Imaginons que vous ayez un vieux processeur qui a que 4 cœurs. Eh bien, pour chacun des cœurs, vous aurez un cache L1 auquel pourra accéder ce cœur. Et vous aurez aussi, et donc chaque cache L1 est privé, propre à chaque cœur, mais vous aurez aussi un cache L2 qui sera accessible par tous les cœurs. L'avantage étant que grâce à ces systèmes de cache, eh bien, ça évite à votre processeur d'accéder à la RAM. Quand on n'est pas développeur bas niveau, comme c'est mon cas, j'ai l'impression que la RAM c'est très rapide. Mais en fait, il y a encore bien plus rapide que la RAM, c'est de pouvoir accéder aux données qui sont dans ces caches L1 ou L2, et puis encore, il y en a encore davantage. La faille d'architecture de ce logiciel qu'ont exploité ces chercheurs, c'est qu'ils ont réussi à comprendre, en faisant du reverse engineering, que si ils passaient des tableaux de pointeurs à une application qui utilise un Apple M1, par exemple, eh bien non seulement ce tableau de pointeurs va être mis en cache, mais en plus, ce tableau de pointeurs va être analysé et va être suivi, si bien qu'ils ont réussi à faire fuiter des données vers lesquelles pointent ces pointeurs. La chose la plus impressionnante, c'est que d'ordinaire, la façon dont ils ont procédé, c'est une façon qui est très connue et qui ne devrait pas marcher. Concrètement, vous savez, quand vous voulez attaquer, je ne sais pas de casser un algorithme, en tout cas de trouver des failles, ce qui est fait d'ordinaire, c'est qu'il y a des attaques qui consistent, par exemple, imaginons que vous essayez de deviner le mot de passe de quelqu'un. L'algorithme en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en revue chaque lettre du mot de passe et il pourra déterminer que dès qu'il y a une lettre qui ne correspond pas, eh bien c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Le mot de passe, de toute façon, c'est pas le bon. Et le problème, c'est qu'avec ce genre d'algorithme optimisé, ça révèle des informations de manière indirecte. C'est-à-dire que si vous analysez par exemple la consommation du processeur, en fonction que vous lui passiez un mot de passe erroné ou correct à une application, eh bien dès qu'une lettre d'un mot de passe est fausse, le programme vous jette. À ce moment-là, vous savez que en analysant non pas l'algorithme lui-même, mais la courbe de consommation du processeur, vous pourrez en déduire si par exemple vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc là, vous voyez, c'est sans casser l'algorithme lui-même, simplement en analysant la consommation du CPU au fil du temps, vous pouvez savoir, si on reprend notre exemple du mot de passe, que si l'effort est de courte durée, c'est que le mot de passe était faux, et si vous commencez à avoir des lettres correctes, le CPU va travailler plus longtemps puisqu'il va itérer sur davantage de lettres du mot de passe. Et vous avez vu ce schéma qui illustre ce genre d'attaque qui date déjà de 2010. Ça a été uploadé en 2010. Et donc, les chercheurs ont réussi à déterminer qu'il y avait une fonctionnalité qui permet à ces M1, M2, M3 d'être si performants. C'est la fonctionnalité qui s'appelle Data Memory Dependent Prefetcher, donc DMP. Et donc, pour se prémunir de ce genre d'attaque, les side channel attack, la bonne pratique qui a été utilisée, c'est de faire en sorte que, peu importe les données passées à l'algorithme et le temps de traitement de ces données, il faut qu'en sortie, ce soit toujours la même durée d'exécution qui soit constatée par un attaquant. Donc ça, ils ne sont pas fait avoir par ce truc-là. Ce qu'ils ont réussi à exploiter, c'est le fait de savoir si ce fameux cache L2, qui est partagé par les différents cœurs, eh bien si il a été accédé par le processeur. Et c'est pour ça que c'est pas possible de le patcher, parce que c'est vraiment dans la conception même du processeur que le fait d'accéder ou pas au cache L2, eh bien c'est fait en usine. Donc il y a une solution, ce serait de désactiver ce DMP. Mais si vous désactivez ce DMP, c'est un peu comme si l'acheteur d'une Ferrari se retrouve à pouvoir l'exploiter que comme une Clio. Donc c'est pas terrible commercialement. Évidemment, cette attaque, c'est pas des foufous, les chercheurs qui ont fait ça, ils ont prévenu les tierces parties de cette faille peut intéresser, et notamment des gens comme OpenSSL, puisque grâce à cette attaque, il serait possible d'accéder aux clés privées d'un utilisateur de ce Mac. Mais OpenSSL, de nouveau, qui ne sont pas des gens qui ont pour habitude
de prendre les choses par-dessus la jambe. Voilà, ça c'est dans le white paper qui a été publié. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on leur a indiqué ce problème? Voilà, ils ont simplement dit que c'est pas grave, ce genre d'attaque, cette side channel attacks, elle sortait des catégories d'attaques qui prenaient en compte tout simplement parce que c'est une attaque de faible gravité. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est quand même pas des gens qui ont tendance à minimiser les problèmes de sécurité. C'est tout simplement parce qu'en fait, pour effectuer ce genre d'attaque, il faut avoir un accès local à la machine. Donc si quelqu'un arrive à accéder localement à votre machine, c'est que vous avez vraiment un très gros problème de sécurité, puisqu'il arrive à mettre les mains sur votre clavier et votre souris. L'autre gros problème, c'est que même si la personne a accès à votre machine, pour réussir à exécuter ce genre d'attaque, il faut au moins 2 heures et demie. Donc c'est pas le genre d'attaque qui se fait en 3 minutes. La chose plus inquiétante, c'est que ce genre d'attaque peut marcher sans que vous ayez un accès root à la machine. Donc un accès semblable à l'accès qu'ont des applications lambda sur votre poste est suffisant. Donc si à un moment donné, les hackers trouvent un moyen d'exécuter cette attaque à distance et non plus localement, là, ça deviendrait un gros problème. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vulnérabilité matérielle? Est-ce que ça vous inquiète de vous dire que maintenant c'est carrément des exploits qui peuvent exploiter des failles sur l'architecture même des processeurs, et d'autant que c'est des spécificités du processeur qui étaient destinées à rendre justement les processeurs beaucoup plus performants, donc à ce que vous ayez une bien meilleure expérience utilisateur, des machines bien plus performantes, et c'est pas causé par des erreurs grossières. Donc, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un Tipeee, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.